Podcast. Le podcast hors série. Podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. Deux succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé! Alors bonjour, chers auditeurs. Le podcast hors série, c'est l'espace où plusieurs animateurs de Boulevard 101 prennent le micro pour mener des entrevues longues et approfondies sur une variété de sujets qui interpellent notre auditoire. Des conversations qu'on n'a pas le temps d'avoir à la radio, parce qu'à la radio, c'est un 10-15 minutes et non pas une bonne heure comme on va prendre aujourd'hui, mais qui méritent d'être entendues et quand les animateurs prennent le temps d'aller au fond des choses. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui avec mon invité, Joël Boutin, ex-député de Louis Hébert, de Jean Talon. Oui. Hey, j'allais me tromper. Je sais pas pourquoi Louis Hébert, c'est Geneviève Guilbeault. Je sais pas pourquoi je t'ai mélangé. C'est Louis Hébert. Au fédéral, c'est Louis Hébert, voilà, ex-député de Jean Talon au niveau de la coalition Avenir Québec. Joël, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir, merci beaucoup de l'invitation. Excellent. Moi, mon but dans la série hors série, c'est vraiment de parler des femmes en politique, les difficultés que les femmes peuvent vivre en politique. Est-ce que la politique, c'est encore un boys club? Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ça te convient? Ah oui, vraiment. Cool. Ouais. Je commence immédiatement avec justement la question, est-ce que c'est plus dur pour les femmes en politique que les hommes? De moins en moins, je pense, parce que dans la sphère politique, mais aussi dans la société en général, les femmes prennent plus leur place, sont plus dans des positions de pouvoir, dans des jobs qui étaient, je dirais, initialement plus occupés par les hommes, pas plus pour les hommes, mais plus occupés par les hommes. Tu sais, la société a changé là, dans les 50 dernières années. Tu sais, quand tu écoutes des entrevues genre avec Jeannette Bertrand, tu sais, écoute, c'est un autre univers il y a 50 ans versus aujourd'hui. Mais c'est un milieu de pouvoir, la politique. Donc, on est... Là, excusez, je vais utiliser un anglicisme. Là. Je pense que les femmes, des fois, on est moins guérées. On est moins prêtes à ça. Tu sais, quand on est jeune à l'école, les gars prennent plus leur place. Encore aujourd'hui, sont plus coquilles, lèvent plus leurs mains, sont plus tannants. Fait qu'on dirait qu'ils sont habitués plus dans les jeux de pouvoir, aussi dans les sports d'équipe, que les femmes. On dirait qu'on est moins entraînés à ça. Donc, quand tu arrives en politique, il y a ce côté-là qui existe encore. Puis c'est un apprentissage, là, tu sais, comme assez rapide qu'il faut faire, là. Tu sais, jouer les jeux de coulisses, les jeux de pouvoir un peu. Tu sens que vous êtes moins prêt à vous battre. C'est un peu ça, tout le monde se bat pour une place, dans le fond. Là, puis on le voit juste quand on nomme un conseil des ministres, par exemple. Oui, bien, moi, j'avoue que j'ai un petit côté fighter en moi. J'aime ça. Tu sais, mettons, parce qu'il y a les débats parlementaires, tu sais, au Salon Bleu, ce qu'on voit à la période des questions, mais il y a plein d'autres débats. Tu sais, tantôt, on a mentionné le nom de Marois Ritski. Bien, moi, Marois, on adorait ça, se lancer de la boue. Mais après ça, on allait se jaser comme si de rien n'était. Mais tu sais, c'est de débattre des idées. Moi, j'aimais ça, faire ça avec mon père quand j'étais jeune. Donc, j'ai ça en moi, mais je pense pas que ce soit naturel. Puis là, je suis remplie de préjugés. C'est peut-être même moi qui ai des préjugés là, envers les femmes, mais tu sais, j'ai l'impression que les hommes sont peut-être un petit peu plus habitués à ça que les femmes. Puis là, je le vois même dans d'autres domaines. Tu sais, moi, je suis dans un domaine aussi, tu sais, que les gens se battent un petit peu pour avoir des jobs de pouvoir, tu sais. Puis les hommes ont l'air plus confiants. Ils veulent montrer comme, tu sais, le torse bombé. Mais tu sais, quand tu parles avec eux autres, là, ils ont aussi bien des doutes puis des sentent le sentiment là, d'imposteur, là. Tu sais, ils ont ça aussi, mais ils le montrent moins. Les femmes, on est un petit peu plus... on ne sait pas toujours comment se positionner. Fait qu'en politique, tu n'as pas vraiment la place à l'erreur. Tu sais, l'apparence, c'est super important, ce que tu projettes auprès des citoyens, mais auprès de tes collègues aussi, si tu vas être considéré pour un poste de ministre, par exemple, ou même auprès de tes collègues au caucus. Tu sais, c'est beaucoup un monde d'apparence, là, la politique. Puis qu'est-ce qui est le mieux dans ce cas-là? Être un gars qui démontre une confiance, mais qui en dedans des craintes, ou être une femme qui laisse transparaître ses craintes? Eh boy, c'est toute qu'une question, ça, là. Mais il y a beaucoup de femmes qui essaient de jouer à l'homme. Tu sais, je dirais, il y a beaucoup de femmes qui essaient de dire ah non, moi, je suis une tough, moi, j'ai l'air, tu sais, puis il faut que tu démontres ça. Mais moi, je pense que montrer de la vulnérabilité puis de la sensibilité, c'est aussi très bien. Mais par contre, en politique, c'est souvent vu comme une faiblesse. Est-ce que ça devrait être vu comme une force? Parce que j'ai pour mon dire que le citoyen, me semble qu'on est rendu à une autre place. Me semble qu'on est rendu à une place où le politicien ou la politicienne qui dirait hey, savez-vous quoi, je viens de l'échapper, je vais me corriger, je vais corriger le tir. Ça passerait, mais on dirait qu'on le fait jamais en politique. Bien, on le fait, là, on le voit, il y a des politiciens, même M. Legault l'a fait souvent, là, de dire, bon, je l'ai échappé, je vais me corriger. Mais c'est deux. Écoute, il y a des avantages et des inconvénients. Mettons, auprès des citoyens, les gens aiment ça, avoir des gens qui font preuve d'empathie. Fait que de montrer de la sensibilité, de l'empathie. Puis les femmes, on est bonnes là-dedans. Mais en réalité, les citoyens veulent aussi des leaders forts en qui ils peuvent avoir confiance. Ils veulent dire, à lui, il a l'air sûr de lui, il va dans la bonne direction, je lui fais confiance, il n'hésite pas. Donc,
il faut être capable de démontrer les deux, puis c'est difficile parce que souvent, on a l'impression que c'est en opposition. Tu sais, avoir l'air un peu tough, montrer qu'on est, ouais, on s'en va dans cette direction-là, croyez-moi, pas tergiverser, changer, tu sais, vraiment là, être sûr de soi, mais démontrer de l'empathie. C'est quand même compliqué être politicien. Tu sais, les gens exigent beaucoup des politiciens. Hein. Les femmes qui veulent jouer aux hommes, tu parlais de ça tantôt, est-ce qu'ils finissent par être rattrapées par leur vrai tempérament? Moi, je trouve que ça manque d'authenticité. J'ai un exemple vraiment concret, c'est Pauline Marois. À la fin de son règne, je trouve que Pauline Marois essaie de se dénaturer. C'est une femme très coquette qui aime la mode, qui aime les belles choses. Puis je trouve que c'est correct d'être comme ça quand tu es une femme ou un homme. Il y a des hommes qui sont très coquets, qui aiment ça, tu sais, avoir des beaux vestons, des belles cravates. Mais Pauline Marois s'était dénaturée parce que c'était fait dire par sa chef de cabinet, qu'elle devait avoir l'air incarnée comme l'image un peu masculine. Elle s'habillait en noir, il n'y avait pas beaucoup de petits foulards. Elle était beaucoup plus sévère. Donc, moi, je pense que ça l'a rattrapée parce que tu es dénaturé. Plus tu es authentique, les gens vont plus faire confiance à quelqu'un d'authentique qu'à quelqu'un qui a l'air faux. Donc, moi, je pense que oui, ça te rattrape, jouer à l'homme puis jouer un rôle. Puis, tu sais, honnêtement, moi, j'ai toujours été dans des milieux masculins. J'ai commencé ma vie comme pilote d'avion. Fait que là, j'ai vraiment, vraiment joué au gars. Je me suis dénaturée complètement. Puis, ça ne change rien. Je faisais ça pour ne pas me faire écœurer, dans le fond. Tu veux fitter dans le moule pour ne pas te faire écœurer, montrer, parce que tu veux comme pousser du coude puis faire ta place. Mais en réalité, plus tu avances dans la vie, plus tu te dis, c'est vraiment ça qui est important. Tu veux être toi-même, tu veux être une femme. Puis là, tu vas voir, on va parler d'autre chose. Il y a vraiment quelque chose que je veux dire par rapport à ça, parce qu'il y a aussi le risque d'avoir l'air trop girly ou, genre, moi, j'aime ça, les belles robes, puis les talons hauts, puis mettons, surtout à l'Assemblée nationale. Mais ça aussi, ça a un côté négatif. Fait que, tu penses à tout ça quand tu es en politique, parce qu'encore là, c'est un milieu vraiment où l'apparence, c'est très important. On est-tu trop critique, justement, dans la société envers l'apparence que la femme va dégager? Puis là, je reprends ton terme, là, trop girly. Quelqu'un qui va s'habiller trop girly à l'Assemblée nationale. On va être plus critique envers une femme qu'un homme? Ben oui. Hey, là, je nommerai aucun nom. Ouais. Mais il y a des femmes, souvent, qui ont... il y en a une ça a été public, là, Francéline Duranceau, quand elle s'est fait critiquer pour ses loups-boutins. Bon, j'avoue que c'est peut-être un peu maladroit dans le contexte de logement abordable, mais bon, c'est une femme qui aime ça bien s'habiller, elle a des belles affaires, elle a l'argent pour s'acheter ça. Bon, c'est parfait. Mais on va plus la critiquer facilement, elle, qu'un homme. Mais c'est aussi parce que les hommes, ils mettent tout le temps des habits, des sauts, tout est pareil. Ils ont 3 sauts, ils mettent le même tous les jours. C'est différent. Puis... j'ai trouvé ça plate. Dans le passé, je me souviens, Catherine Dorion avait ridiculisé, elle s'était déguisée à l'Halloween en députée avec des talons hauts puis une robe, puis elle ridiculisait un petit peu les femmes qui portent des talons. Puis ça, j'ai trouvé ça aussi déplacé parce que je me dis, écoute, tu as envie de mettre tes Doc Martens, good for you, mais il ne faut pas juger les autres. Donc, on juge beaucoup plus facilement. On ne verrait pas ça auprès d'un homme. C'est vraiment... c'est quelque chose qui est plus propre aux femmes. Donc, oui, les gens sont beaucoup plus sévères envers les femmes, envers l'apparence, mais de moins en moins. Je pense que moins pire qu'admettons qu'en France, où est-ce que les femmes mettent pas vraiment de robe à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus strict. Donc, on est plus ouvert, mais on est encore jugé. Mais il y a aussi, puis c'est ça que je voulais dire, puis je n'aimerais pas de nom, mais je me souviens, il y avait une élue que j'ai vue une fois, puis super intelligente. La fille, elle a plus qu'un MBA, elle gérait des entreprises, t'sais. Mais elle s'habillait, à mon avis, puis c'est moi peut-être que j'ai des préjugés, là, mais trop sexy, avec des talons hauts, avec des petits diamants. Je trouvais que c'était un peu déplacé, puis je me dis, mais elle comprend pas. Elle est super intelligente, mais si elle veut être considérée pour son intelligence, il va falloir qu'elle enlève ça. Mais elle devrait pas. Elle se dit, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Mais dans le milieu de la politique, il faut vraiment faire attention à ça parce que tu veux être jugé pour tes idées, pas juste pour ton apparence. Et si tu pousses trop loin cette apparence-là coquette, c'est de la notoriété que tu vas perdre? Oui, de la crédibilité. Dans le milieu dans lequel on est, en fait, quand on est en politique, moi je suis plus en politique, là, mais c'est une question de crédibilité. Mais j'ai rarement vu un milieu aussi superficiel, par contre, par rapport à ça. Moi, en ce moment, j'ai une super job. Je suis engagée pour mon cerveau, carrément. Mais que je mette une robe, des jeans ou un habit, il n'y a personne qui va faire aucun commentaire, jamais, là, sur mon apparence. Jamais, jamais. Limite, c'est déplacé. On me fait des commentaires sur mes idées, on me demande mon opinion. C'est le fun. Moi, j'ai toujours voulu être jugée pour ça. Mais en politique, je pense qu'il n'y avait pas une journée où on ne commentait pas mes habits. Ça devait te faire chier.
Oui, ça me faisait chier. Oui. Ouais. Parce que toi, tu es allé en politique pour ton cerveau, tu es allé en politique pour changer des choses. Tantôt, je t'ai parlé avant l'entrevue de Justine Richer qui a fait un livre, Le sexe du pouvoir. Puis, bon, je me suis un petit peu lâchée loose dans le livre, là. Mais je parle de ça, à quel point, à un moment donné, tu sens que tu es jugé quasiment exclusivement sur ton apparence. Puis que les gens, ils n'ont même pas envie d'entendre ton opinion. Ils veulent te regarder puis te dire, tu as des beaux cheveux, tu as une belle robe. J'avoue que je m'habillais bien. C'est important pour moi. Mais aussi pour mes citoyens. Moi, j'étais députée de Jean Talon, là, Sainte-Foy-Sillery, puis les gens me disaient qu'ils voyaient ça comme une marque de respect parce que je m'habillais super bien pour l'Assemblée nationale, puis un décorum, puis pour moi, c'est une institution, c'est prestigieux, donc je voulais comme faire honneur à cette institution-là, ainsi qu'à mes citoyens. Puis là, j'ai un petit peu plus downgradé, moi, mes habillements. Là, je ne mets pas des méga robes, des talons tous les jours. C'est moins important, il faut quand même bien paraître. Là, dans mon milieu, je représente une entreprise et des clients. Mais oui, ça me dérangeait. Je me sentais que j'étais trop jugée pour mon apparence, puis tu sais pas comment t'en sortir, tu sais. Je ne vais pas me mettre à me couper les cheveux court comme un gars puis m'habiller en habit noir. Là, ça serait payé. Oui. Fait que parce que, justement, tu disais, hey, moi, je vais dégager une femme en confiance, une jolie femme qui se présente bien aux citoyens, on t'écoutait moins. Oui, puis je ne suis pas toute seule à dire ça. J'ai des collègues... des ex-collègues féminines, mais de tout parti, qui m'ont toutes dit ça. Tu sais, qui des fois, ils ont de la misère à être considérés. Tu sais, j'ai déjà dit, je pense qu'avec la même idée, si j'étais un homme de 60 ans et plus, de 6 pieds 4, ben mon idée aurait mieux passé. Parce que des fois, je partageais mon idée, puis là, elle était comme un peu dénigrée, puis là, 2 semaines après, l'homme, puis j'ai des collègues, là, même ministres, là, tu sais, des anciennes collègues qui auraient dit la même chose, là. L'homme, baby boomer, bon, lui, son opinion passe mieux. Il y a encore dans la société, on a encore tendance à vouloir faire plus confiance à cet archétype-là d'homme baby boomer. Puis là, je suis peut-être remplie de préjugés, mais c'est la réalité encore, là. Puis tu l'expliques comment, ça, et d'autant plus en politique? Une question de perception. Tu as l'impression que cette personne-là est plus fiable, elle a plus d'expérience. C'est la même idée qui sort de la bouche, là. C'est comme ça. Puis c'est ça aussi dans plusieurs milieux, c'est pas juste en politique. Dans plusieurs milieux de pouvoir, il y a encore ça. Ça change parce que des nouvelles générations, puis les nouvelles générations, les plus jeunes, ne pensent pas du tout. Il y a un gros clash générationnel en ce moment. Ils ne pensent pas du tout là, comme les gens de 50 ans et plus. Moi, je suis comme en 2 générations, puis j'ai de la difficulté à m'adapter. J'essaie de faire le pont, puis je pense que je suis un peu plus old school que la nouvelle génération, mais ils sont différents, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus collaboratifs, plus progressifs au niveau des rapports hommes-femmes. Mon fils est hyper féministe. Fait que je suis comme, hey my God, c'est spécial. Il a 17 ans. C'est pas moi qui l'ai rendu de même, si ses réflexions à lui. Oui, moi, je regarde mon garçon aussi, là, qui va avoir bientôt 18 ans, là, prend soin de sa blonde comme si c'était de l'or. J'adore, justement. Moi, la nouvelle génération, elle me fait triper. Ouais. Elle me fait triper parce que je trouve qu'elle a vraiment un projet de génération d'avoir un monde meilleur. Es-tu d'accord avec moi? Vraiment, ils ont un regard différent. Ils sont, comme je dis, sont très, très, très collaboratifs. On critique, ben là, je veux pas qu'on dérape trop du sujet, là, mais on critique beaucoup les réseaux sociaux, puis le fait que les jeunes sont tout le temps sur leur cellulaire, mais c'est pas vrai qu'ils sont toujours sur leur cellulaire. Moi, je regarde ma fille Snapchat, je pense qu'elle chatte à 50 personnes en même temps, mais elle les voit tous les jours en vrai. Ils ont une nouvelle manière de vivre, de communiquer. Puis les rapports hommes-femmes, c'est différent, je pense aussi. Mais on dérapera pas du sujet parce que les médias sociaux, veut pas, c'est un sujet en soi en politique. Ah ouais. Les gens, là, à propos des femmes en politique, là, c'est abominable ce qu'ils écrivent. Quand tu es en politique, il faut que tu sois teflon. Il faut comme tu t'en foutes. Moi, je regardais ça, puis j'étais comme, wow, tu sais. Puis, avant, dans ma vie passée, avant, je travaillais, mais j'avais aussi lancé comme un blog qui s'appelle Femme Alpha. Fait que j'avais aussi mon lot de haters, comme on appelle, là, du monde qui sont comme... sont frustrés, puis je me dis, mais c'est non, mais triste. Moi, on dirait que j'étais empathique envers ces gens-là, puis je me dis, mais ils sont derrière un écran, dans leur sous-sol, puis ils m'envoient de la haine gratuite comme ça, ils doivent vraiment être malheureux. Clairement, il va pas bien dans sa vie. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien aussi, qui se cherchent, qui sont peut-être jaloux. Fait que faut comme être teflon, faut pas le prendre personnel. Moi, je les connais pas. C'est sûr que si c'est ma soeur, ma meilleure amie ou mon père qui me dit ces méchancetés-là, ça va me blesser. Mais en politique, faut pas que tu te laisses t'affecter par ça. Mais je trouve ça quand même dommage, là. Puis c'est pas juste envers les femmes, là. Je pense que toutes les politiciens, regardez la page, mettons la page Facebook du premier ministre. Même quand ça allait bien les sondages, c'était épouvantable les messages en dessous. Mais quand tu es une femme, souvent, il y a beaucoup de propos sexuels déplacés ou sur ton apparence. Les femmes qui font un peu d'embonpoint, là, hey, c'est incroyable ce qu'ils se font dire.
Tu sais, c'est inacceptable, là. Mais tu sais, il faut que tu bloques ça. Puis tu sais, il ne faut pas que tu donnes trop d'attention, je pense. T'as-tu ma curiosité, femme alpha? Ouais. Pourquoi tu avais décidé femme alpha? C'était-tu pour dire, hey, moi, je fais mon chemin, je suis une femme de tête, tassez-vous de là, les hommes, j'arrive. Non, tellement pas. Hey, ça fait longtemps, là. C'était en 2013, je pense. Ça fait au-dessus de 10 ans. Mais c'était vraiment comme un coup de tête avec deux autres amis de filles. Puis il y en a une qui a dit, hey, on fait-tu un blog? Mais non, on va faire des événements. C'est le début comme de la mouvance du leadership féminin, je dirais. Puis nous, on s'est dit, on va faire des événements, tu sais, puis sur divers sujets de croissance personnelle. Mais les hommes sont bienvenus. Je te dirais qu'il y avait 50 d'hommes tout le temps, là. Okay. Puis les hommes, il y avait des hommes qui collaboraient, qui écrivaient. Puis tu sais, il n'y avait aucun objectif. À un moment donné, c'est devenu plus gros que ce qu'on pensait. Puis il n'y avait aucun objectif, là. C'était vraiment avoir du fun, puis réseauter, permettre aussi les femmes de venir réseauter comme des femmes d'affaires dans un milieu différent, qui n'est pas nécessairement hyper protocolaire, hyper genre chambre de commerce, où tout le monde est en habit, puis que, tu sais, les femmes ont de la misère justement à aller, comme à l'école, tu sais, ont de la misère à réseauter, à aller vers les autres. Tu sais, moi, là, mettons que je vois un groupe de monsieur, là, ils font tous 6 pieds 4, là, tu sais, puis là, je me dis, bon, lui, il travaille là. Moi, j'ai envie de les connaître parce que je suis une fille qui bâtit son réseau. Moi, je vais y aller, ça me dérange pas, je suis pas gênée. Mais il y a beaucoup de femmes qui font pas ça. Là. Ils vont se dire, mais je vais pas aller voir le monsieur, genre VP à la Banque nationale, je dis ça de même, là, me présenter. Mais je dis, pourquoi pas? T'sais, voyons, là, c'est peut-être un petit gars intérieurement. T'sais. Ils se sentent intimidés, les femmes, à ce moment-là? Oui. Oui, les femmes sont plus intimidées. C'est moins pire au Québec qu'ailleurs. En France, c'est vraiment terrible. Là. C'est incroyable. C'est un autre univers là, très misogyne, je trouve, là, dans le monde des affaires. Mais au Québec, honnêtement, là, je pense que les portes sont ouvertes. C'est le temps d'y aller. T'sais. Tu parlais tout à l'heure, tu dis, si j'avais été un homme, quand je parlais en politique, on m'aurait plus écouté. Oui. C'est pour ça que tu n'as pas été ministre de la transformation numérique? Hey, là, c'est une autre question. Hey, on n'ira peut-être pas là. Ça n'a aucun rapport avec ça, là, pour vrai. Quand j'étais chef de cabinet, on m'écoutait beaucoup. Sur cette question-là, non. C'est parce que j'ai jamais voulu ce poste-là, honnêtement. Je l'ai dit ouvertement. T'sais, le premier ministre le savait. Je n'étais pas confortable avec comment la gouvernance, puis là, c'est un autre sujet, la gouvernance est organisée. On le voit dans sa clique, là, la commission. C'est un ministre qui n'a pas beaucoup de mots à dire, mais qui peut être imputable quand les projets ne vont pas bien. Fait que si tu n'as pas vraiment ton mot à dire sur la gouvernance de certaines sociétés d'État par rapport à la transformation numérique, mais que c'est toi qui payes quand ça ne va pas bien, c'est très insécurisant. T'sais. Tu te dis, ben moi, je vais payer pour les scandales ou est-ce que je n'avais pas mon mot à dire? Donc, c'est ça qui se passe en ce moment. Oui, donc toi, tu le vois vraiment, là, le fiasco SACLIC, comme étant justement, même si t'es le ministre, tu n'as aucun pouvoir sur ce que la SAC veut faire. Entre autres par rapport à ça. Il n'y avait pas le ministre, la transformation numérique, comment la gouvernance est organisée en ce moment, n'a pas les leviers pour faire les changements nécessaires. Tantôt, tu parlais, moi et Marois Risky, on se traînait dans le bout, puis après ça, on allait prendre un petit cocktail. Quasiment. Ouais. Est-ce que tu as frappé, puis je vais poser ma question en 2 temps, mais en premier temps, est-ce que tu as frappé énormément de réticence quand tu avais justement des débats comme ça, mais avec un homme? Y a-tu des hommes qui sont restés, la petite bouteille, elle m'énerve donc bien? Non, mais je pense qu'ils ne me voyaient pas venir. J'étais un peu une goune, là, mais ça paraît pas. J'ai l'air toute gentille, tout ça. Mais après ça, ils savaient. Surtout les libéraux, là, ils savaient, puis ils me textaient avant. Là, tu vas-tu être gentille ou méchante aujourd'hui? Mettons ce qu'on appelle les interpellations. Souvent, c'est le vendredi, ils font venir un ministre, puis là, les oppositions, puis ça dure comme 3 heures. L'opposition, vont... C'est comme une période des questions approfondies. Mais tu as toujours 2 députés qui est là un peu pour protéger la ministre de la partie gouvernementale. Puis moi, souvent, j'étais appelée pour ça, pour protéger. Mais je me souviens, il y en a une fois, mais moi, j'avais un malin plaisir là, à me préparer pour ça, des arguments, champ gauche qui vont déstabiliser. Puis je me souviens, Marc Tanguay, puis Marc Tanguay, c'est un grand parlementaire, il est super bon, comme Marois Risky. Je m'étais tellement préparée, j'avais lu tellement de rapports de gestion avec des chiffres précis du temps des libéraux, puis j'ai sorti ça. Il est déstabilisé. Fait qu'à la fin, il attaquait même plus, le ministre. Il était là, la députée Jean Talon avait des chiffres, même je vais y en donner. Là, il était comme piqué au vif. Moi, j'adorais ça. C'est comme une game, là. C'est une game politique. C'est super le fun de faire ça. Donc, c'est plus qu'il ne me voyait pas venir. Je dirais. Fait que toi, en politique, c'était le débat que tu aimais. Moi, j'adore ça, argumenter sur des idées. Puis c'est correct, c'est encore plus le fun même quand l'adversaire ne pense pas pareil. Parce que tu peux faire progresser l'idée puis amener ça à un autre niveau. Parce que l'adversaire va t'amener à réfléchir sur la question différemment puis dire hey, c'est vrai, c'est pas fou ce que l'autre dit, on aurait dû considérer ça ou ça. Et vice-versa. Donc, même quand j'étais chef de cabinet avec Éric Kerr, tu vois, on avait des débats. On n'était pas toujours sur la même longueur d'onde. On avait des débats. On chicanait, nous autres. Là, c'était quelque chose. Mais à la fin, le lendemain,
sais, moi, j'avais pris de ses arguments, puis on revenait, puis c'est le contraire. Tu sais, fait qu'on commençait à chicaner parce qu'on défendait l'idée de l'autre. Tu sais, c'était très drôle. Donc, moi, j'aime ça en politique. Puis beaucoup de gens qui sont en politique, là, faire progresser les politiques publiques, réfléchir à la société, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Tu sais, c'est pas juste, pour moi, c'est jamais été juste d'apparence ou pour penser aux prochaines élections. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quel bonbon on peut donner à la population pour qu'ils votent pour nous? Moi, je pense pas ça. Là. Je pense qu'à un moment donné, il faut donner des légumes à la population aussi. Fait qu'il faut réfléchir à des choses qui sont bonnes sur le long terme. Hey, j'aime ça ce que tu dis, donner des légumes. Je fais une petite parenthèse, Éric Kerr. Y a-tu été mis à mal injustement? Mais là, je veux pas le critiquer, mais tu sais, peut-être qu'il aurait dû être un peu plus alerte. Lui-même l'a dit. Il a dit j'aurais dû être plus alerte. Parce que des fois, tu tends à faire confiance à tes fonctionnaires, à ton équipe de cabinet. Puis c'est un gars qui fait confiance à son équipe. Fait que peut-être qu'il aurait dû être un petit peu plus rigoureux à ce niveau-là. Mais je pense qu'il a été effectivement un petit peu lancé en dessous de l'autobus. Parce que quand je reviens à comment on regarde comment la gouvernance, est-ce que c'est lui qui a approuvé les dépassements de coûts ou non? T'sais, visiblement, on dirait que non. Mais c'est les ministres qui ont approuvé les dépassements de coûts qui devraient être un petit peu plus imputables de ça. Ainsi que les hauts fonctionnaires qui ont pris les décisions, mais moi, j'ai la même information que vous là, sur la commission. Là. Je reviens à ma question en deuxième temps. Femme contre femme en argumentaire. Oui. Moi, puis là, je vais prendre une image de secondaire. Là. Au secondaire, les gars se tapent sur le museau, puis après ça, ils se serrent la main, puis ils disent « Parfait, c'est fini ». Les filles, les chicanes, ça traîne dans le temps. En politique, c'est la même chose? Ben moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. J'ai pas fait énormément de débats contre des femmes. C'est surtout avec des hommes. Pour vrai, même quand je me suis présentée... Ah non, c'est pas vrai. La dernière fois que je me suis présentée, il y avait une autre femme aussi. Puis j'avoue que, je la connais bien, le Julie White, aujourd'hui. Puis je m'entends bien quand je la croise, mais elle méritait profondément ce moment-là. Écoute, je me souviens de l'haïr viscéralement dans un débat. Puis là, tu sais, t'as juste envie de... Puis pourquoi tu l'haïs le même? Ah, c'est parce qu'elle a dit des choses sur moi qui n'étaient pas vraies. Puis j'aime pas ça le monde qui mente, moi. Puis j'en revenais pas, tu sais. J'étais comme, voyons, as-tu besoin d'aller le bas comme ça? Tu sais, moi, jamais je vais faire ça. Jamais. C'est contre moi. Contre mes principes. Mais admettons avec Marois Risky. Parce que Marois Risky, je la trouve très intelligente, super sympathique, vive d'esprit. Fait faire un débat comme ça quand les deux sont préparés, c'est jouissif, honnêtement. Puis là, tu le sais, on connaît le tempérament de l'autre. Après ça, on va se jaser. Puis on a un respect. Ça développe comme un respect mutuel en disant « Hey, l'autre est capable d'aller se battre dans le ring avec classe. » Puis même si des fois, ça va loin un peu, je sais pas, il y a comme un jeu, puis c'est excitant. Il faut pas que tu comprennes que c'est une pièce de théâtre. Là. Fait que, faut pas que tu taillisses l'autre après. Elle a le droit d'avoir ses idées. Elle représente un parti, je représente un parti. On a des idées différentes. T'sais. Ça te manque-tu, cette jouissance-là du débat? Oui, là, j'ai d'autres. Dans mon emploi, je vais dire j'ai d'autres jouissances. Je vais dire ça comme ça. Genre, je jouis du cerveau souvent. J'ai des idées, j'ai carte blanche. C'est super le fun. J'ai jamais autant parlé de politique publique dans ma vie, puis je suis pas en politique. Fait que, j'ai un rôle qui est connexe à ça. Mais oui, les débats, ça va toujours me manquer. C'est tellement le fun. Là. Même pendant les campagnes électorales, faire un débat, là, c'est parce que tu es sur l'adrénaline, tu sais pas qu'est-ce qui va s'en aller. Tu sais pas tout le temps ce que tes adversaires vont sortir sur toi, mais toi, tu t'es préparé une coupe de pleurs de bananes. Tu sais, moi, je m'en souviens d'en avoir préparé une grosse, là, puis c'était Olivier Bolduc à Québec solidaire, puis c'est le 3e lien. Mais c'est pauvre petit, il l'avait tellement pas vu venir, mais il mordait à toutes mes hameçons. Fait que, tu sais, c'est... Puis il me l'a dit après. Après, je me suis excusée. Je dis, je m'excuse, Olivier. Il dit, hey, Joël, c'était pas facile, là, sérieusement. T'as pas été douce aujourd'hui. Je dis, non, mais je m'excuse, mais tu sais, c'est un débat, là. Il faut comme aller là. Puis on s'entendait super bien, là. Mais on faisait campagne l'un contre l'autre. Mais quand t'es en débat, ben, t'es pas là pour faire paraître bien l'autre partie. Fait que, tu sais, Québec solidaire, on avait parlé de l'armée. J'avais amené l'idée de l'Armée du Québec parce qu'il y avait un petit peu eu cette discussion-là. C'était en 2000, je sais pas si c'est en 2018 ou 2019 cette fois. 2019 peut-être, tu sais, présenté 2 fois contre moi. Puis, même 3. Puis, c'est ça, on avait parlé du 3e lien, puis tu sais, je leur disais, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu élargir le pont Pierre-Laporte? Est-ce que tu vas rajouter une voie sur le pont Pierre-Laporte? Tu sais, je l'amenais dans des questionnements trop... il n'aurait pas dû répondre à mes questions. Puis là, il s'est dit, oh, mais je ne suis pas ingénieur. Moi, donc, il a comme rentré dans l'argumentaire. Puis, tu sais, la pleure de banane a fonctionné. Fait, mais c'est ça. Mais moi, j'avais un seul objectif dans ce débat-là. Parce que souvent, quand tu fais des débats, tu as un objectif. Tu veux faire dire quelque chose à l'autre. Fait que, tu sais, puis l'autre veut ça aussi avec toi. Fait que je voulais qu'il parle de l'Armée du Québec, comment ils vont financer l'Armée du Québec. Fait que finalement, j'ai posé la question. Puis
T'sais, au lieu de changer de direction, il a répondu une réponse qui n'avait pas de bon sens, mais ça a spiné toute la journée après à la radio. T'sais. Fait que là, tout le monde me disait « Hey, ça n'a pas de bon sens, l'Armée du Québec. » Puis là, Québec solidaire capotait parce que c'était même pas dans leur plan. Mais tout ce qu'on entendait, c'est ça. Fait que les débats, c'est cool, puis c'est quand tu réussis à faire un piège là, à ton adversaire puis qu'il tombe dedans, là, c'est le fun. Ouais. J'ai l'air vraiment comme machiavélique, là. Mais, non, mais c'est ça, la politique, c'est ce que je comprends. Il y a un petit côté comme ça en politique qui est jouissif, j'avoue. Là. Ça t'as-tu déjà arrivé de regretter, justement, d'avoir lancé une pleure de banane à quelqu'un et de dire « Eh boy, là, je l'ai bien trop faire mal paraître. » Non. Non, c'est un jeu. Tu t'excuses après, tu sais. Tu dis, hey, je voulais pas... je sais que j'étais un peu dur, là, mais tu sais, je m'excuse, je voulais pas être rough de même, mais pas rough dans... Tu sais, je suis pas agressive, c'est plus dans l'intellectuel, où est-ce que tu l'amènes, tu sais. Mais non, jamais. Non. T'es une femme rough, t'es une femme de tête. Non, mais c'est vrai, là, tu nous parles, là. Ça fait quasiment une demi-heure que tu nous parles, puis on le comprend que t'as une bonne drive, puis soit dit en passant, c'est loin d'être un reproche, là. J'adore ça. T'as dû te frapper le museau à des gars qui disaient « Hey, là, cette femme-là prend même trop de place. » Mais en politique, c'est pas tant dit. On te le dit pas en pleine face. OK. Puis honnêtement... On le fait par en arrière? Non, puis je vais être bien transparente. Quand j'étais élue, j'aurais dû prendre plus ma place. Mais on m'a un peu surprotégée, je pense, dans mon parti, parce que, tu sais, on me gardait au cas où, tu sais, au cas où un poste d'autres responsabilités. On voulait protéger mon image à tout prix. Fait qu'on me guidait beaucoup pour rester dans le rang. Puis moi, j'ai joué le jeu. Moi, je crois ça, la ligne de parti. Puis, tu sais, qu'il faut respecter son parti. Tu sais, ce qui se dit au caucus reste au caucus, avoir un respect envers notre chef. Tu sais, c'est ça aussi le propre de parti. Il y a des faux pas que tu fais pas, selon moi, en politique, là. Tu sais, comme je vois, mettons, Maïté Blanchette, elle a le droit à son opinion, mais je trouve qu'elle est allée trop loin, tu sais. Mais il y a des choses qui se disent pas. Probablement qu'il y a des hommes qui l'ont pensé, mais il y a d'autres qui ont aimé ça aussi. Mais je me suis fait dire récemment, tu sais, que, ouais, mais tu sais, souvent tu parlais, parce que moi, je parlais beaucoup d'innovation, où est-ce que la société devrait aller dans le futur, d'amener de l'innovation, entre autres, en santé, pour améliorer la prise en charge des patients. Tu sais, moi, c'est toujours comme comment on peut donner les meilleurs services aux citoyens. Puis je regarde ce qui se passe ailleurs, puis j'ai pas peur d'être avant-gardiste. Mais j'amenais beaucoup ces idées-là. Puis souvent, j'étais confrontée à des mentalités d'une autre époque. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est plus là-dessus que c'était peut-être moins bien reçu. On ne savait pas trop de quoi je parlais, alors que dans la société, on est rendu là, mais en politique, je trouve qu'il y a tellement en ce moment un clash entre au gouvernement puis dans le privé. C'est incroyable. Et c'est quel clash? C'est vraiment sur l'innovation? Ah oui, le gouvernement est tellement en retard. C'est les meilleurs de travailler, les meilleurs de donner des services aux citoyens. Je pense que les jeunes, plus que jamais, des jeunes femmes et des jeunes hommes aussi, ont leur place en politique, mais aussi au gouvernement. Honnêtement, là, puis là, je peux le dire, je ne suis plus en politique, mais tu sais, moi, là, je pense que je ferais monter beaucoup plus des jeunes fonctionnaires, amener de l'innovation, parce que c'est comme si c'était cristallisé dans une ancienne mentalité puis qui disait que ça a toujours fonctionné comme ça. Oui, mais regardez ce qui se passe dans la société en ce moment, là. Il y a une innovation qui se passe partout. Partout, tous les services, les banques, tout le monde nous donne des services beaucoup plus fluides, axés sur le numérique, au niveau des communications, au niveau de servir les citoyens, tu sais. Ailleurs dans le monde, les pays scandinaves sont extrêmement en avance. Ailleurs au Canada, l'Alberta est plus en avance que nous. Nous, je trouve qu'on a de la difficulté à innover. On est pognés dans nos vieux carcans. Puis, écoute, là, j'espère que ma job ne m'écouteront pas parce que, tu sais, je vais dire bien trop critique, là. Mais, tu sais, à un moment donné, à moins d'avoir une mentalité tournée vers l'innovation, mais tu sais, des personnes d'une autre époque devraient un petit peu laisser leur place à des jeunes. Tu sais, où est-ce que je travaille, là? À 60 ans, t'es mis dehors. À 60 ans, t'es mis dehors. T'es associé, puis ils te disent, mais là, c'est terminé, tu dois laisser la place aux jeunes pour toujours garder une mentalité d'innovation tournée vers le futur. Fait que, les politiciens s'accrochent trop? Oui, mais encore, on revient à la perception. On a encore tendance à faire confiance plus à un homme en haut de 60 ans, blanc, tu sais. Mais c'est une perception. Je pense que c'est en train de changer. Tu sais, tu regardes, mettons, la mairesse de Longueuil, là, Catherine Fournier, tu sais, super jeune, elle paraît bien. Elle fait de super job. Toutes les jeunes maires et mairesses en ce moment là, font de super job. Ils ont amené de l'innovation. Ils approchent les problèmes de manière différente. Au niveau du logement, par exemple, fait super travail. Mais c'est ça que ça prend. Moi, je pense qu'on est rendu là dans la société, des jeunes hommes puis des jeunes femmes. Tu sais, je pense que les jeunes femmes devraient se faire confiance. Ils sont super bonnes à l'école. S'ils finissent tout en droit,
doctorat en médecine avec des notes A+, là, faites-vous confiance. Ah ouais, go, foncez. Prenez-les ces postes-là de pouvoir. Allez vous présenter en politique. Faites des changements. Tu m'as parlé d'Alicia Despins, là. Ben, moi, tu sais, ça me brise le cœur que ça ne représente pas. Je comprends. J'espère qu'un jour, elle va refaire de la politique, tu sais. Ouais, elle a laissé planer qu'elle referait de la politique, donc moi aussi, je l'espère vraiment. La série podcast hors série de Boulevard 102.1 est une présentation de Chaloux. J'espère que tu connais Chaloux parce que c'est une entreprise familiale depuis 1991 et c'est le plus grand choix de bière au meilleur prix. Vous trouvez ça, c'est Chaloux. De la microbrasserie à la bière traditionnelle et tout ça dans le plus gros réfrigérateur à Québec. Plus de 1000 sortes de bières de microbrasserie et de grandes marques en plus d'une vaste sélection de vins, de cidres, de prêt-à-boire et de produits sans alcool. Bière de micro, rousse, blonde, blanche, IPA, noire, funky, on les a tous. Bière commerciale, oh, des fois, ça fait du bien. Une petite light, là, pas trop forte. Un petit samedi midi en dînant, on a ça chez Chaloux. De la sans-alcool, on a ça aussi. Moi, j'en prends plusieurs sans-alcool, honnêtement, le soir de semaine pour justement pas prendre de l'alcool. Donc, on a toujours une énorme variété. Fait chaud, il pleut. Peu importe la température, on a la sorte de bière pour toi. Viens te rafraîchir dans l'un des 2 plus gros réfrigérateurs à bière à Québec et profites-en pour faire le plein. On a 2 succursales, Saint-Émile et Beauport. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Le Chaloux, c'est la place pour ta bière à Québec. Comment convaincre une jeune femme, justement, de se lancer en politique? Parce que, on ne se le cachera pas, toi, tu as démissionné en plein mandat. Ouais. Fait que comment tu convaincs une femme de dire « Hey, lance-toi, puis viens me gérer ça, cette province-là qui va tout croche? » C'est ça. Mais c'est pas vrai que tout va tout croche. Mais non, je sais, j'exagère. Et je pense qu'on doit faire preuve d'un peu plus de courage en politique, là. Mais c'est pas facile parce que, tu sais, mettons conciliation vie travail-famille. Mettons, moi, j'ai démissionné en 70% à cause de ça. Là. C'est quoi l'autre 30%? Il m'intéresse. Je vais régler 70%. Là. Mais le 70%, tu sais, c'est vraiment... Écoute, je suis une mère monoparentale, je n'étais même plus capable d'aller chercher mes enfants à l'école. À un moment donné, là, c'est rendu anxiogène. C'est sûr que j'aurais pu mieux m'organiser, mais là, on dirait que tu ne penses plus clairement. Tu es rendu, c'est très difficile. J'adorais mon rôle avec Pierre Fitzgibbon, vraiment. Lui, tu vois, c'est un homme, il a 70 ans, Pierre, là, puis c'est resté mon ami. Pierre jamais m'a fait sentir comme « Ah, toi, t'es juste une jeune femme, tu n'as pas l'expertise, tu n'as pas... » Au contraire, il m'avait donné beaucoup de responsabilités, beaucoup de dossiers, pratiquement carte blanche. Il voulait tout le temps que je le représente partout. Tu sais, j'étais comme Pierre, ça n'a pas rapport, je peux pas être partout à ta place. Tu sais, le monde s'attend à voir Pierre Fitzgibbon, pas Joël Boutin. Là. Fait que lui, il m'a donné beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre. Fait que j'ai apprécié. Puis, tu sais, ça m'a permis de me sentir crème. Ils ne sont pas tous de même. Là. J'ai aimé travailler avec cette personne-là qui ne dégage pas ça. Hein. Tu le vois, puis écoute, il fait peur quand tu le vois. Oui, bien, c'est justement la caricature que tu disais tantôt. Là. Le politicien d'au-dessus de 60 ans, CC4, les grosses épaules, riches comme Crésus. Ben oui, non, lui, il parlait, tout le monde écoutait. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que lui, il jugeait beaucoup les gens sur leurs idées puis sur leur intelligence. C'est quelqu'un de très intelligent. Fait que, tu sais, je me suis sentie jugée pour mon cerveau. Ça m'a fait du bien, tu sais. Mm-hmm. Vraiment. Je comprends. L'autre 30%, là, ben, tu sais, il y a une série d'insatisfactions que tu exprimes à l'intérieur de ton caucus aussi. Puis, tu sais, le fait que je t'ai dit, de dire que je partage beaucoup d'idées, j'amène beaucoup d'idées nouvelles, mais je sentais que c'était pas vraiment considéré, que c'était plus considéré si j'avais été un homme de 60 ans et plus. Tu sais, je pense que j'aurais été plus considérée. C'est pas être ministre ou pas ministre. Je pense sincèrement que j'avais de grandes chances. Mais c'était pas pour ça. C'était vraiment, moi, j'ai besoin que mes idées, j'étais venue en politique pour amener des idées de changement. J'ai tellement martelé des idées, puis même après, chez TVA, j'ai ressorti ces idées-là, d'amener de l'innovation pour la prise en charge en santé. Honnêtement, moi, si j'étais au gouvernement en ce moment, je dirais, bon, parfait, puis là, je vais peut-être choquer du monde, là, mais je dirais, bon, ben regarde, on va enlever des projets que je ne sais pas si ça va se réaliser ou non, genre 3e lien. Puis je sais qu'à Québec, les gens le veulent beaucoup, mais on va donner de la télémédecine à tout le monde, mettons. Tu sais, c'est pas normal que dans notre société aujourd'hui, mettons, moi, je suis dans le secteur privé, puis avant d'être en politique, je suis dans le secteur privé. Je suis une fille du privé, vraiment. Quand je suis dans le privé, j'ai accès à de la télémédecine gratuite offerte par mon employeur. Écoute, l'autre jour, j'ai vu un dermatologue en 1 heure. Tu sais. En plus, j'ai un médecin de famille, mais là, c'est parce que j'ai été chanceuse, puis je suis en santé, donc j'ai été choisie sur la liste. Hein. Et si moi, je suis dans le pétrin, ben je peux toujours aller dans une clinique privée parce que j'ai quand même des moyens financiers. Fait que
moi, je suis chanceuse, je suis bénie des dieux. Mais la plupart des gens, moi, dans mon quartier, je parle encore à beaucoup de citoyens, puis c'est des gens plus âgés dans mon quartier. Je suis à Sainte-Foy, Saint-Louis-de-France, fait que c'est plus âgé. Il y a des jeunes familles qui viennent, mais les gens n'ont pas de médecin de famille, puis sont outrés. Mais moi, je me sens mal parce que moi, je suis dans le privé, puis mon employeur m'offre la télémédecine. Puis là, j'entends que la Caisse de dépôt, peut-être Hydro-Québec veulent offrir ça à leurs fonctionnaires. Mais la population n'a pas ça. Mais Caroline, pourquoi on n'offre pas ça à tous les Québécois? Il me semble que ça serait un beau home run là, que le gouvernement pourrait faire. Peu importe le parti qui va être élu, moi, je leur suggère fortement d'aller dans cette direction-là. Ils ont juste à regarder ce qui se passe au Danemark, dans d'autres pays. Ça se fait. Je comprends que ça va être dur de négocier avec les médecins, mais là, à un moment donné, on est rendu là. Même aux États-Unis, tu sais, de la prise en charge, monitorer des patients à distance. Je sais que le Jewish le fait. C'est que moi, je proposais beaucoup des idées comme ça, là, puis même quand j'étais chef de cabinet pendant 50 ans, puis tu sens qu'il y a peu d'ouverture pour ces idées-là. C'est quand même spécial. Fait que c'est sûr que tu te tannes quand tes idées sont pas là, puis tu dis, je vais trouver un autre véhicule pour les proposer. Oui, parce que là, tu te frappes toujours contre un mur, puis à un moment donné, tu disais, écris, mais je t'assommais. Mais on dirait que tes idées sont moins considérées parce que je sais pas, peut-être que c'est ma perception, c'est peut-être moi, mais puis il y a d'autres personnes qui amenaient ça. Fait que moi, j'amenais beaucoup des idées vers l'innovation, vers la robotisation, vers, je crois à ça beaucoup, là. L'intelligence artificielle, là, c'est incroyable la différence. Le gouvernement a bloqué l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'intérieur, alors que dans le privé, honnêtement, moi, je sauve 20 à 30 heures par semaine facilement avec ça. OK, comment tu y arrives? Ça m'intéresse. Mais là, écoute, là. Mais tu sais, il faut que ça soit paramétré dans un environnement sécuritaire. On appelle ça en bon anglais un sandbox, tu sais, qu'avec la cybersécurité et tout. En ce moment, là, il y a des fonctionnaires, puis cette semaine, il y a une autre fonctionnaire qui me dit, on n'a pas le droit de l'utiliser, là, mais moi, je l'utilise pareil avec ChatGPT à côté. Il y a des risques des fuites de données qui partent, tu sais, que des données, même des Québécois, se ramassent à l'autre bout de la terre. Mais nous, où est-ce que je travaille, mais il y a beaucoup de firmes comme ça, tout est paramétré pour respecter justement les données. Tout reste à l'interne. Mais on a accès à tous les outils nouvelle génération, tu sais, le nouveau copilote, le nouveau ChatGPT. On a notre propre ChatGPT. Fait, tu sais, pour rédiger des documents, analyser des documents, analyser des appels d'offres, par exemple, tu sais. Ou mieux comprendre, lire, admettons, un projet de loi. Tu veux lire un projet de loi? Résume-moi là, s'il te plaît. Écoute, tu sauves là, des heures et des heures. C'est incroyable. Là. Je pourrais te donner bien des exemples concrets, là, mais tu sais, je me suis créé des agents virtuels. Mais tu n'as même pas besoin d'écrire toi-même. Dis des petits agents, là, c'est comme des petits copilotes qui ont... C'est comme un petit employé, si tu veux, ou un deuxième cerveau. Lui a une mission très précise. Ça peut être n'importe quoi. Tu pourrais, toi, t'aider un agent qui t'aide à préparer tes émissions au complet. Fait que là, lui, tu l'as paramétré, tu as dit c'est quoi ses commandes, c'est ça sa job. Lui, c'est un petit IA, puis il fait juste ça. Mais c'est tellement facile de le créer que tu peux le faire. Un copilote va te le créer. Copilote ou ChatGPT va te créer ton agent. C'est complètement fou. Là. Wow. Puis là, dans 6 mois, ça va être autre chose. Puis dans 1 an, ça va être autre chose. Mais là, le gouvernement, je les vois tellement en retard. Je me dis, il manque le bateau de l'efficacité et de la productivité. C'est incroyable. On est-tu trop en surface en politique? Tu sais, puis là, je reprends ton exemple du troisième lien. Tu sais, le fameux troisième lien. Bon, qui est là pour essayer de reconquérir la capitale nationale. Mais dans les faits, on serait bien mieux de travailler sur notre efficacité, notre productivité, sur le domaine de la santé, comme tu dis, qu'il y a quelque chose d'artificiel comme un troisième lien. Je ne dis pas que c'est artificiel, le troisième lien. Ça peut être un troisième lien. Les projets de transport, ça peut être un autre projet de transport. Il y a tellement... Le gouvernement est rendu partout. Là. Le gouvernement est dans nos vies, là, partout. Fait qu'il touche... Moi, je pense que le gouvernement devrait se recentrer sur ses missions critiques. Là. Je vais dire l'éducation, la santé, oui, le transport, les infrastructures, à moins de sous-traiter tout ça. Ils peuvent aussi décider de donner ça au privé, mais bon, je ne dis pas que c'est ça la solution. Mais là, on dirait que le gouvernement est absolument partout. Mais rendre le gouvernement plus efficace et productif, ça, c'est fondamental parce que là, surtout là, à cause du déficit, ils vont faire des coupes paramétriques. Peu importe qui va être élu en 2026, là, je vous garantis que c'est ça qui va arriver. On le voit au fédéral, dans d'autres provinces aussi. Mais tu ne peux pas juste couper sans donner la chance à tes fonctionnaires d'avoir les outils pour être plus productifs. Imagine, là, toi, demain, là, je te dis, tu remplaces 5 personnes, mais en travaillant de la même manière que tu as toujours travaillé, là, avec de la paperasse, des fiches que tu remplis, ça n'a aucun sens. Là. Moi, je ne suis même plus capable d'écrire à la main, t'imagines? Là. Je me suis même pas la dernière fois. On n'a même pas le droit d'imprimer des choses à ma job. Fait que, tu sais, on est comme ailleurs. Mais tu dois, admettons, aussi avoir le courage de enlever des programmes
ou même des départements qui ne sont plus pertinents, mais que tu gardes pour faire plaisir. Tu penses que, bon, les fonctionnaires vont montrer un peu qui ont besoin d'avoir... là, je n'aimerais pas j'en ai en tête. Non, vas-y, nomme-moi-en 2, 3, là. Du plan Nord, ou des affaires que je me disais, est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que vraiment ça ne devrait pas être intégré? Est-ce qu'on peut resserrer? Est-ce qu'on peut enlever certains programmes qui sont plus pertinents, mais qui coûtent quand même beaucoup d'argent à l'État? Aussi, dans toutes les... Par exemple, as-tu un exemple de programme? Ah non. Il faudrait que j'analyse. Il faut faire une analyse rigoureuse. Je pense pas que ça soit une bonne approche d'arriver puis d'ouvrir le capot, bon, ça, tout couper comme à la va-vite. Là. Puis souvent, quand on est en déficit et pressé par des élections 4 ans, ben on fait ça. Les coupes paramétriques, je pense pas que ce soit intelligent. Je pense qu'il faut vraiment évaluer la pertinence de chaque programme. C'est un travail de fond qu'on doit bien faire. Mais quand, des provinces comme l'Alberta l'ont fait, là, il y a 15-20 ans, ils ont fait ça. Ça fait mal sur le coup, mais tu réduis la taille de ton État, tu rends ta machine beaucoup plus productive aussi en intégrant beaucoup d'intelligence artificielle, en coupant dans les processus. Il y a beaucoup de tâches, là. Des va-et-vient, des fiches qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Ça n'a aucun bon sens. Là. Ça va te prendre 3 jours à écrire une petite affaire qui devrait prendre 20 minutes avec l'intelligence artificielle. Il y a des gens là, qui passent leur temps à écrire des lettres à longueur de journée, à la SAAC puis à la RAMQ. Encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'écrire? Mettons, toi, je te dis, tu écris 100 lettres, là, tu en écris 500. Voyons, tu vas t'en aller en burn-out. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont en burn-out parce qu'on leur donne pas l'outil. Une intelligence artificielle pourrait faire ça, tu le formes, la personne va monitorer l'IA. C'est là qu'il faut aller, mais pour ça, ça prend des gens qui sont ouverts à l'innovation, qui ont une mentalité plus jeune, tournée vers l'avenir, tournée vers le service aux citoyens. C'est vraiment ça que ça prend. Moi, j'y crois fondamentalement, que ce soit des hommes ou des femmes, d'ailleurs. Tu t'as quitté la politique justement parce que tu te frappais le museau avec ce type d'idée-là. Oui. Il y a un parti politique qui t'approche et qui te dit « Hey, Joël Boutin, sais-tu quoi? Ton idéologie, là, j'y crois, puis on fonce. » Tu y retournes-tu? Non, pas là. Peut-être éventuellement, mais j'aime vraiment trop mon travail. Je suis vraiment... Ils sont vraiment venus me chercher. Je suis chez PwC, là, PricewaterhouseCoopers. Puis, tu sais... Qu'est-ce que ça fait, PricewaterhouseCoopers? C'est une firme de consultation. C'est un Big Four, comme Deloitte, comme EY, comme KPMG. Il y en a des plus petites aussi. Il y en a partout dans le monde. Mais entre autres, moi, je suis dans le service conseil, puis on donne des services conseils aux entreprises, mais dans tout ce qui touche la gestion des entreprises, sauf les coms, là, mais dans tout. Ça peut être dans les processus, dans les modèles organisationnels, dans les RH du futur, dans la gestion du changement, dans les gros projets de transformation. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, les gros projets de transformation, puis dans tout ce qui est à améliorer la productivité dans les entreprises, mais du gouvernement. Puis moi, c'est sûr que je pousse beaucoup pour ça. Je travaille sur des stratégies en productivité de l'État. C'est clairement une de mes passions depuis longtemps. Je peux pas en parler souvent parce que mes amis trouvent ça pas mal plate que je parle de ça à ma famille. C'est vraiment pour ça que j'aime ma job. Le monde avec qui je travaille, c'est des passionnés comme moi. Puis on pense à des solutions. Comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes-là? Puis le gouvernement, c'est hyper complexe comme organisation. C'est pas vrai que c'est comme le privé. C'est différent. Puis parce que il y a aussi des contrôles pour assurer l'imputabilité, la transparence, mais aussi une certaine distance. On est en démocratie. Hein? Fait que c'est pas comme, on peut pas mettre un dictateur, puis hey, ça va se passer de même, comme au privé, là, tu mets un président, puis il va faire des changements drastiques. C'est beaucoup plus complexe. T'sais. Pour faire des changements au gouvernement, là, souvent, ça implique un changement de loi ou des changements de règlement. Fait un projet de loi, ça prend du temps à rédiger. Il faut l'étudier en chambre, en commission parlementaire. C'est long. C'est pour ça que ça prend du temps à faire des changements. Je pense que ça va prendre ou ça prend. Puis il y en a des politiciens qui ont du courage, là, qui sont là, mais ayez du courage. Faites-les les changements. La population veut ça. Moi, c'était pour ça que j'étais embarquée avec la CAQ au début. La CAQ, as-tu perdu son orientation? Sur le volet efficacité, là, ils sont en train de le ramener à l'agenda. Mais je pense qu'il y a au moins un tiers du caucus que c'est des gens qui étaient issus plus de la frange ADQIS, dont moi. Moi, je suis un peu, je vais dire, une progressiste conservatrice sur certains enjeux. Moi, j'aime ça, la rigueur budgétaire. J'aime penser qu'on peut améliorer les manières de faire. Tout ça est toujours dans l'objectif de donner un meilleur service aux citoyens. C'est pour ça que tu es élu. C'est le seul objectif du gouvernement. Là. Fait que oui, je pense qu'on aurait dû aller là. C'est sûr que, bon, il y a l'excuse de la pandémie, mais c'est vrai que ça a occupé beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ça a coûté vraiment au-dessus de 10 milliards. C'est pas 15 milliards de plus, qui n'était pas prévu dans le budget. Mais il faut jamais oublier pourquoi on est là initialement. Puis, malheureusement, les gouvernements, peu importe qui est élu, ont tendance à changer selon les humeurs du temps. L'opinion publique, l'opinion aveugle l'environnement, là, let's go. Quand ça va bien économiquement, l'environnement est un enjeu qui remonte dans les sondages. Toujours, c'est comme ça. Fait que là, les gens, c'est important pour eux, le changement climatique. Là,
Trump est arrivé. Là, c'est ça, c'est un nouveau contexte qui a fait un changement. Là, l'économie, mon Dieu, l'économie est à risque. L'environnement prend le bord. Là, on s'en fout. Regarde, on le voit en ce moment. C'est comme ça. Économie, tarif, il faut qu'on ait une économie plus résiliente. Fait qu'on oublie pourquoi on était là, puis on s'ajuste beaucoup au contexte. C'est un milieu comme ça. Mais il faut garder toujours notre ligne de fond, je pense, en politique. Pourquoi on est là? Puis c'était quoi qu'on voulait accomplir initialement? T'sais? On voulait avoir de meilleurs services en santé. La santé, là, ça fait longtemps que ça va mal au Québec. Mais tout le monde le sait, là, il y a une pression démographique, les gens sont plus âgés, donc ils utilisent beaucoup le système de santé, puis c'est partout dans le monde, là, comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui aurait pu être anticipé, même par les gouvernements avant. C'est ça qu'on ne réussit pas à faire ces changements-là. Il y a une résistance dans la machine. C'est un système compliqué au Québec. Là. Je te dis, là, moi, je regarde Trop ça. compliqué? Bien là, en santé, imagine, là tu as le ministère de la Santé, M3S. Là, il y a au moins 1000 personnes qui travaillent là. Il y a Santé Québec aussi. Ils ont créé Santé Québec pour être un bras opérationnel. Puis là, Santé Québec, c'est sûr que c'est difficile à mettre en place. Ils semblent avoir des enjeux là-bas en ce moment. Mais tu sais, c'est pas impossible de régler ça, mais là, en ce moment, là, c'est comme s'il y a un enjeu de gouvernance entre le ministère de la Santé Québec, puis là, tu as 31 établissements qu'eux autres, ils rendent des services sur le terrain. Fait que ça fait, on dirait qu'on a encore plus de monde pour gérer. Puis là tu as un système qui est un peu particulier parce que tu as des gens qui sont syndiqués. Tu as les infirmières qui sont syndiquées, puis souvent, ils sont sur plus qu'un syndicat en plus, avec des conventions collectives différentes, similaires par contre. Puis là, tu as les médecins qui ne sont pas syndiqués, qui sont incorporés, eux autres. Fait qu'eux autres, c'est des systèmes, mais ils ne sont pas syndiqués, mais ils ont quand même leur fédération. Leur fédération, que c'est comme un syndicat. Mais fait que c'est un système qui est très complexe. Puis au final, je me demande qui pense vraiment aux citoyens, parce que pour vrai, hier ma voisine, super gentille, tu sais, elle a 87 ans, elle est encore chez elle, puis là, elle est rendue là, outrée, elle est découragée. Elle a perdu son médecin de famille parce qu'il est parti en retraite. Mes parents ont perdu leur médecin de famille. Ils ont payé de l'impôt toute leur vie. Et au moment où tu as besoin du système de santé, c'est quand tu es âgé, c'est là que tu n'en as plus. Tu n'as plus de médecin. Okay. Tu sais? Les médecins ont-ils trop de pouvoir dans le système de santé? Parce que là, c'est un combat présentement. Là. Ben oui, je pense que les médecins... moi, je m'en cache pas, je l'ai dit quand j'étais à TVA et tout ça. Moi, je ne suis pas nécessairement pour un système où les médecins sont incorporés et qu'ils ont un seul client, qui est l'État, puis qu'on dirait qu'ils ont tout le gros bout du bâton. Souvent, ils disent qu'ils ne sont pas assez payés, mais c'est les mieux payés au Canada. Puis, le Québec, on est le 5e du Canada, mais c'est quand même quelque chose. Là. Moi, je me souviens d'avoir sorti les salaires d'Allemagne, d'en France, Italie, puis c'est vraiment inférieur au Québec. Puis ils ne sont pas incorporés. Donc, je trouve qu'ils sont gâtés. Ils sont vraiment gâtés. Puis c'est sûr que, puis là, il ne faut pas généraliser, il y a des médecins qui travaillent vraiment très, très fort, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui disent, tu sais, moi, mettons, médecin de famille, 350 000, si je fais 3 jours semaine, je vais quand même faire 250 000. Puis en plus, mon chum aussi est médecin. Tu sais, généralise, mais ça arrive. Tu sais, il y en a. Fait que je pense que, moi, j'aimerais ça que tout le monde s'assoie ensemble. Puis je pense que la population aimerait ça que ça soit ensemble. Pouvez-vous trouver des solutions en ce moment? Et je trouve ça normal de vouloir... j'aime bien l'idée qu'il y a une partie de la rémunération qui soit liée à la performance. Moi, je suis pour ça. Surtout dans le contexte où ton seul client, là, c'est l'État. En plus, on t'a permis de t'incorporer puis tu gagnes un super gros salaire. C'est quoi d'avoir 15 % parce qu'au début, c'était 25 % là, ils sont prêts à négocier à 15 % Ça serait quoi qu'une partie de ta rémunération, ça soit lié à la performance? Moi, je suis dans le privé. Là. Une partie de ma rémunération est liée à la performance. Je connais plein de monde que c'est comme ça. Si tu veux être dans le privé, tu veux être incorporé, ben c'est comme ça que ça marche. C'est clair, nous autres, en radio, si tu n'as pas des bons sondages, tu n'auras pas de boni puis tu vas peut-être perdre ta job. C'est même ça marche dans la vie. Ben oui. Au niveau de la performance au Québec, les syndicats prennent-ils trop de place, justement, puis ça empêche d'avoir cette performance-là? On n'est pas tout dans le sujet des femmes en politique. Non, ben là, écoute, on est parti bien raide. Là. Moi, là, tu es en train de m'omnibuler par la politique. Honnêtement, quand tu parles, je voterais pour toi à l'heure actuelle. Je sais jamais tu veux te représenter en politique, OK? Oui, mais là, ça n'arrivera pas. Là. Mais, ouais, ça prend trop de place. Parce que je vais te donner l'exemple. RTC, là, cet été, là, ça a été une bataille de tous les instants parce que la RTC voulait mettre des indicateurs de performance au gars d'entretien. Ouais, les syndicats, honnêtement, sont très puissants au Québec. Là. Puis, et là, je suis vraiment transparente. Il y a une petite partie de moi qui est un peu anti-syndicat, parce que moi, je ne voudrais pas être syndiquée. Honnêtement, la seule fois que j'ai été syndiquée dans ma vie, j'ai failli mourir parce que le syndicat protégeait, j'étais copilote, puis le syndicat protégeait le commandant, puis honnêtement, on a réussi à le mettre dehors parce qu'il était incompétent. Fait que là, tu sais, honnêtement, ça... Je trouve ça difficile que, tu sais, souvent, des fois, les syndicats ont aussi le mauvais rôle de protéger des incompétents. Mais, tu sais, puis eux autres aussi, ils trouvent ça dur de faire ça. En passant, j'en connais, moi, des gens qui sont impliqués dans des syndicats. Mais, honnêtement, la société est en mouvance. Tu sais, par rapport à la productivité et l'efficacité, là, ça, c'est vraiment un bon exemple.
Je pense qu'ils sont en train de réfléchir. Il y a beaucoup de syndicats qui réfléchissent justement à l'intelligence artificielle. Ils ont donc bien peur que ça remplace du monde puis qu'on mette plein de monde dehors. Puis non, on va avoir besoin de monde. De toute façon, dans la démographie, là, honnêtement, la démographie est en décroissance. Les jeunes doivent occuper de plus en plus plusieurs rôles en même temps. Une personne doit en remplacer 3-4, puis c'est même pas parce qu'il va y avoir des couples, c'est parce que la démographie est comme ça. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de l'intelligence artificielle puis de l'innovation. Je pense que les syndicats devraient justement embrasser ça puis faire partie de la discussion. Pour revenir au gouvernement, là, puis ça va être bien concret, moi, je pense qu'on devrait, si on est pour couper des postes puis réduire la taille de l'État, comme je t'ai dit, il faut rendre les gens plus productifs. Il faut leur donner la chance, puis les jeunes veulent ça. Les nouvelles générations veulent ça. Travailler avec des nouveaux outils, une intelligence artificielle. Écoute, ils sortent de l'école, là, à l'université, puis eux autres s'envoient, mettons, au gouvernement. Moi, j'ai entendu ça d'un directeur RH, un fonctionnaire là, qui gère 3000 employés. Il me dit, il ne reste pas les jeunes, ils disent, voyons, on travaille comme dans les années 70. Voyons, moi, je m'en vais d'ici, là. J'ai même pas appris à travailler avec du papier, puis là, je suis comme, voyons, ça marche pas. Donc, les syndicats pourraient jouer ce rôle-là aussi, d'accompagner leurs syndiqués, puis d'aller vers plus d'innovation, puis de dire, c'est correct, oui, nous aussi, on veut des employés plus productifs, plus efficaces. Puis, ils pourraient avoir leur mot à dire là-dedans. On va le faire d'une bonne manière. Mettons, là, en ce moment, avec le Conseil du Trésor, puis tout ce qui va se faire en efficacité, les syndicats pourraient dire, bien, on va être de bonne foi, puis on pense que vous devriez avoir une approche très axée sur les ressources humaines pour améliorer la productivité de l'État. On va le faire de bonne manière. Je trouve que ça serait une discussion intelligente à avoir. Oui, parce que nos jeunes s'en vont au privé, s'en vont pas au public. Ouais. Et là, les syndicats font toujours dire, ouais, mais là, c'est à cause de nos conditions qu'on manque de main-d'œuvre. Mais non, c'est parce que le travail n'est pas intéressant. Pas juste ça. C'est ça, effectivement. Le travail est moins intéressant. Puis c'est dans plein de milieux. Mais je pense que les syndicats devraient... c'est ça, mettre un peu de l'eau dans leur vin, mais aussi être en phase avec ce qui se passe dans la société en général, dans le secteur privé, beaucoup plus d'innovation. Ça serait vraiment une discussion intéressante à avoir, parce que là, j'ai l'impression que, bon, le gouvernement va couper, et puis même si ça serait le PQ qui rentre, si le PQ rentre, les autres aussi vont couper. Peu importe qui vont couper. C'est cyclique, hein? Je ne sais pas si tu as regardé dans l'histoire de la politique, là, c'est ça. On est en surplus, il y a plein de cadeaux, plein de bonbons, là, après ça, on est en déficit, on coupe drastiquement. Il y a comme un manque de planification à long terme. Fait que là, les syndicats vont dire, là, vous coupez, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ils vont se rebeller. Mais tu sais, si ils arrivaient et disaient, écoutez, on a une stratégie à vous proposer, on va travailler avec vous en collaboration, on va rendre les gens plus productifs, plus productifs, on va intégrer. On appelle ça l'humain augmenté par l'IA, par l'intelligence artificielle. Il faut que tu améliores les processus, les manières de faire, tu coupes dans le gros, ce qui n'est pas à valeur ajoutée, mais tu leur donnes aussi des outils. En fait, le gouvernement les a, je ne sais pas si tu le sais, ils ont acheté plein de licences là, en intelligence artificielle, puis en Microsoft et tout ça. Mais on ne les utilise pas? Non, ils ne les utilisent pas. C'est bloqué en ce moment. Fait que c'est ça que les syndicats pourraient dire, ben nous autres, là, on veut ça. Nos syndiqués vont être plus heureux. C'est ça. Fait que les syndicats, ils ont un gros bout du bâton au Québec, sont très puissants. Puis malheureusement, des fois, je trouve que c'est un peu rendu une business. Tu sais, quand je sais, moi, j'ai plein d'amis professeurs et enseignants. La plupart de mes amis sont tous enseignants. Fait qu'imagine, là, je me souviens, j'étais à la TVA, il fallait parler des négos, là. Puis là, mes amis étaient dans 3 syndicats différents, là. Puis là, dans mes soupers, là, tu sais, moi, oublie ça, là. Ils étaient frustrés après toi? Non, pas du tout, mais j'avais leur point de vue. Puis il y en a qui me disaient que leur syndicat ne leur parlait pas tant. Tu sais, il y avait un manque de transparence. Puis il dit, tu sais, moi, je paye des cotisations. Puis il y en avait qui étaient avec la FADQ, entre autres. Puis il y avait d'autres qui n'avaient pas de fonds. Fait qu'eux autres se sont mis en grève, mais il n'y avait pas de fonds. Fait que ça leur a coûté 10-15 000 d'endettement. Tu sais. Puis les professeurs, tu sais, ils ont un rehaussement salarial, mais tu sais, ils ne sont pas riches, là. Fait que c'est difficile. Fait que, tu sais, des fois, là, eux autres, ils cotisent. Puis là, tout ce qui va passer, c'est des grosses publicités à coups de millions. Tu sais, il y en a qui me disent, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait il y a une réflexion à y avoir sur la place des syndicats, je pense, au Québec. Puis moi, j'aimerais voir plus de discussions constructives pour la population. Je suis tellement d'accord avec toi. Je reviens sur les femmes en politique. Es-tu déçu que pour la mairie de Québec, depuis la mairesse Boucher, on n'a pas de femmes, de femmes de tête politique qui veulent ce poste-là? Bien, c'est sûr que c'est décevant. T'sais, je regarde dans l'équipe à Bruno Marchand. Moi, je suis amie avec Maude Mercier-Larouche, que j'aime bien, puis elle est à la tête du RTC, puis je la trouve super intelligente. Puis, là, bon, tu vois son contexte personnel, par le contexte, si j'en parlerai pas, je peux pas parler de ça. Elle en a parlé, mais c'est pas
de mon ressort de parler de ça. Puis, tu sais, elle a décidé de ne pas se représenter, mais quand je lui parlais, c'était extrêmement prenant. La politique municipale, là, je pense que c'est le niveau politique le plus prenant. Tous les soirs, elle avait quelque chose, c'était des consultations justement pour le RTC, pour le tramway, tous les soirs, toutes les fins de semaine. Tu sais, à un moment donné, là, tu sacrifies. Moi, j'ai trouvé ça très difficile. J'aimais ça, mais honnêtement, tous les soirs, toutes les fins de semaine, tu travailles tout le temps. Tu sais, j'aime ça travailler dans la vie, mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, tes enfants sont jeunes. Tu sais, mettons, moi, de 6 ans à 12 ans, ma fille, tu sais, honnêtement, j'ai été une mère très absente, là. Tu sais, c'était spécial. Tu sais, quand tes enfants, bon, t'aimes même si t'es absente, tu sais, dans les cartes de fête. C'est ça qu'ils m'écrivaient, mes enfants. Aïe, aïe. Tout Ça le te temps. faisait quoi en dedans? J'avais de la peine. Puis je me suis sentie mère indigne. T'as-tu pleuré? Moi, j'ai divorcé quand j'étais chef de cabinet là, parce que je travaillais trop. J'étais tout le temps avec mon cellulaire. Je me levais à 5 heures le matin. J'avais des meetings à minuit. J'étais complètement... Moi, j'étais engagée. J'aime ça travailler. Je suis pas capable de faire les choses à moitié. Fait que là, t'es comme intense. Mais en politique municipale, là, imagine, c'est encore pire, je pense. Surtout que ça joue dur. Je pense que ça joue dur dans les coulisses. Tu sais, à l'hôtel de ville, t'entends des affaires d'intimidation, tu sais, c'est bully au bout. Moi, je trouve que c'est un peu limite de la politique de caniveau occasionnellement. Tu sais, que tu as moins au niveau provincial, fédéral. Ben fédéral, quoique, ils sont très capables, honnêtement, chambre des communes. Provincial, c'est un petit peu moins pire. Mais au niveau municipal, fait que ça attire pas les femmes. Les femmes n'ont pas tant envie d'aller faire ça. Sacrifier leur vie de couple, sacrifier leur vie de famille, puis aller se battre. Tu sais. Il y en a plein qui n'ont pas envie de ça. Oui. Puis justement, tu disais, hey, moi, j'avais des cartes mère absente, puis là, ça te faisait de quoi? Te divorcer pendant que tu étais chef de cabinet. Ouais. Est-ce que le rôle aussi qu'on attribue à la femme à la maison vient avoir un impact majeur sur je me lance en politique ou non? Oui, je pense que, tu sais, moi, je regarde dans mon cercle d'amis, même dans des amis femmes qui sont en politique. Il y en a qui ont des jeunes enfants, puis c'est quand même elles qui ont la plus grande charge mentale. Tu sais, j'ai une amie, elle a un enfant, politicienne. Puis, tu sais, je veux pas nommer son nom, parce que c'est mon amie, puis, tu sais, je veux pas critiquer son chum, mais, tu sais, honnêtement, c'est elle qui en fait le plus. Fait qu'elle s'occupe vraiment beaucoup des enfants, puis même des enfants de son chum. Tu sais, j'ai souvent vu ça, la charge mentale. Tu sais, à un moment donné, il faut apprendre à pas être parfaite, puis c'est difficile, puis tu te le fais peut-être même critiquer, tu sais, hey, écoute, les lunchs, le souper, tu sais, c'est comme impossible. T'as beau tout sous-traiter, c'est comme vraiment impossible. Je te le dis, c'est impossible d'y arriver. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que on va, puis là, tu sais, moi, tu comprendras que je suis dans le beau rôle, je suis dans le rôle du père. Non, mais on va souvent dire, hey, tu parles d'une mère indigne, elle fait même pas les lunchs, elle sous-traite. Ouais. Mais si le père fait ça, c'est comme normal, c'est pas grave, parce qu'on dirait que le père, il a pas le droit de savoir cuisiner. Tu sais, moi, le père de mes enfants, il est super, je m'entends super bien avec. Puis quand j'étais avec, tu sais, c'était 50-50, mais tu sais, moi, je cuisais mieux que lui. Fait que là, c'était moi qu'il fallait qu'il fasse la bouffe tout le temps. Mais j'avais tellement pas de temps qu'à un moment donné, j'étais comme, je suis pas capable, je suis juste pas capable. Fait que j'avais payé un traiteur. Puis je me faisais critiquer de payer un traiteur. Mais je suis comme, je suis pas capable. Je sais pas dans mon horaire quand est-ce que je peux faire de la cuisine, tu sais. Faudrait que je prenne tout mon... Mettons que ton seul moment de repos, là, c'est 3 heures le dimanche après-midi. Faudrait que mon seul moment de repos, là, ce soit ça. Puis encore aujourd'hui, je travaille beaucoup, je me lève samedi matin, je fais du ménage. C'est difficile d'y arriver, tu sais. Fait que quand t'es en politique, c'est un gros sacrifice. Il faut que tu acceptes comme l'imperfection. Il faut que tu acceptes que ça va être le bordel chez vous. Si tu acceptes que tes enfants, tu les verras pas, là. Tu sais, c'est un sacrifice immense. Puis là, c'est vraiment plate. Il y a des femmes qui écoutent ça, ils vont dire, hey, ça tente pas dans la politique, pas en tout, là. Tu sais, c'est comme wesh. En plus, tu te fais critiquer. En plus, là, tu te fais rarement dire merci. Et puis, honnêtement, moi, je me dis, moi, je suis fière de ce que j'ai fait dans mon comté. Pour vrai, là, tout ce que j'ai annoncé était pas juste annoncé, construit, terminé. Là, OK? Puis j'ai amené beaucoup d'argent dans ce comté-là. Je me suis battue beaucoup pour toutes sortes d'affaires. Puis j'étais tannante. Là. Tu sais, moi, j'avais la réputation des autres ministres. Oh mon Dieu, Joël, elle vient encore demander des millions. Oh mon Dieu, tassez-vous, il se sauve en courant parce que je savais que j'allais pas lâcher le morceau. Puis ça marchait. Fait que je suis contente de tout ce que j'ai fait. Mais là, je m'en allais où avec ça? Pour être dans la politique, la critique. Tu ne fais jamais dire merci. Jamais, jamais, jamais. À la fin, honnêtement, quand ma réflexion est entamée, tu sais, j'ai pas pris ma décision sur un coup de tête. C'est pas genre la veille de démissionner, tu sais, comme il y en a une qui vient de le faire, là. Tu sais, ça a vraiment été une réflexion. J'ai failli pour me représenter en 2022, pour vrai, là. J'ai passé proche. Puis il y avait de quoi que j'avais pas accompli. Tu sais, genre le financement de Michel Sarrazin. Puis je m'étais tellement battue pendant 2 ans que j'étais comme... Hey merde, faut que je le refasse. Je veux juste finir ça. Tu sais, moi, j'étais obsédée par le résultat. Fait que, tu sais, je voulais vraiment arriver à ça. Puis tu te fais jamais dire merci. Puis on avait fait un deal pour le faire en secret parce que c'est comme ça que j'ai eu le financement. Puis tu sais, ils m'ont fait une fête secrète. Je disais, vous n'êtes pas obligés. Moi, c'est ma job de faire ça. Vous n'êtes pas obligés de me dire merci. Mais à la fin, là, tu sais, je savais, moi, que j'allais démissionner. Puis il y avait plein de monde qui m'appelait, qui me disait merci. Tu sais, du monde qui était genre...
hyper avec l'opposition, genre full QS, genre, tu sais. Puis il me remerciait, il avait fait des posts pour plein de trucs, là, tu sais, t'as sauvé tel organisme, t'as fait... Hey, je me souviens, là, je suis seule, là, puis je prends un petit verre de vin, là, parce que j'aime ça, puis là, je pleurais. Puis j'étais full émue, puis je pleurais, puis je suis assez Parce que c'était la première fois que tu recevais des remerciements? Oui, mais ça me faisait quelque chose, parce que je savais que j'allais m'en aller, puis là, je me sentais comme, hey, là, je vais les abandonner. Hey, je les abandonne. Tu sais, quand tu te sens comme... une responsabilité de jamais abandonner. Tu es tout le temps là. Ils t'appellent à 7 h le matin, dimanche matin, tu réponds. Tu sais, moi, j'étais hyper accessible. Je bloquais pas mon cellulaire. Il n'y avait pas de numéro masqué. Tout le monde pouvait m'appeler, là. En terminant, parce que c'est une heure qui passe très rapidement, puis je te remercie honnêtement pour ta transparence, ta candeur. Je vais terminer avec 2 questions. La première, c'est-tu dur pour une femme comme toi d'être imparfaite? Parce que tu es revenu là-dessus à plusieurs reprises de dire ah, là, on demande la perfection, c'est tough, je ne peux pas être parfaite, c'était dur la politique pour ça. C'est-tu tough pour un tempérament comme toi? Pas pour moi, non. Moi, ça fait longtemps que j'ai accepté mon imperfection. Je pense que c'est dur pour le monde autour, là, des fois, qui aimerait ça, qui s'attendent à ce que tu sois parfaite. Moi, je ne serai jamais parfaite, oublie ça. Moi, j'aime ça avancer, réaliser des choses. Puis j'ai appris, ça fait longtemps que, tu sais, la règle du 80-20, là, le dernier 20 % il est aussi dur à accomplir que le premier 80 %. Fait que tu es aussi bien de faire bien des 80 %. Puis le dernier 20 % là, délègue ça à quelqu'un d'autre, donne-le à quelqu'un d'autre, c'est impossible. Là, oubliez la perfection, mesdames, là, puis s'il y a beaucoup de filles qui se mettent cette pression-là, là, ça n'arrivera pas. Puis c'est pas grave de ne pas être parfait. C'est pas grave si ton brushing n'est pas parfait. C'est pas grave si tu n'as pas pratiqué là, ton speech parfaitement. Les gars, là, ils sont jamais... Les autres, ils visent pas la perfection. Fait que là, moi, je pense qu'il faut s'inspirer des hommes là-dessus. Vraiment. C'est cool. Moi, c'est ça. Je me suis souvent inspirée des hommes pour ça. Je disais, ça, ils sont pas parfaits. Pourquoi je le serais? Fait que non, moi, c'est pas dur pour moi. Pas dur pour toi. Non. Ton nom avait circulé à la mairie de Québec. Tu n'as pas fermé la porte à la politique. Ça peut-tu être une avenue un jour? Peut-être un jour, mais vraiment pas là. Ben non, mais là, on s'entend. Là, j'aime mon travail. Je pense que j'ai des choses à accomplir avant. Tu sais, c'est drôle quand je dis j'aime ça être considéré pour mon cerveau. Fait que, tu sais, je veux amener... Je pense qu'il y a plein de véhicules pour amener des changements dans la société, pour contribuer à la société, que ce soit des implications dans des CA. Puis ça, c'est pour n'importe qui, des organismes, peu importe le travail. Mais, tu sais, moi, en ce moment, je trouve que j'ai un véhicule qui me scie bien, qui va bien avec moi. J'aime ça, le travail de l'ombre. J'aime ça être dans l'ombre puis être pour mes idées. Puis peut-être qu'un jour, puis peut-être que non. T'sais, on verra parce qu'il y a un timing. Des fois, il y a un autobus qui passe, l'autobus de la politique, puis des fois, il ne passe pas. Je peux pas dire, j'entends du monde, hey, un jour, je vais faire de la politique, mais tu le sais pas. T'sais, pour ça, on ne ferme pas la porte, mais parce que c'est une passion, j'aime ça. T'sais, peut-être qu'à 60 ans, je vais dire, hey, moi, j'ai encore du gaz, je vais y aller. Peut-être que je vais dire, hey, moi, j'ai envie de prendre ma retraite. T'sais. On le sait pas. Ouais. As-tu espoir que la politique change? Ben oui, tout le temps. Moi, je veux qu'il y ait plus d'innovation, plus de courage en politique. Hey, soyez donc courageux. Quand vous vous présentez en politique, là, vous promettez des changements. Là, soyez honnête et transparent toujours. Courageux et faites-en des changements. Puis, ça se peut que le monde vous critique pour faire ces changements-là, mais moi, je me souviens, tu sais, on peut pas juste donner des bonbons. Tu sais, ma phrase, on peut pas juste donner des bonbons à la population. Là, à un moment donné, la population a mal au ventre, là. Ils regrettent de ne pas avoir mangé des légumes. Faut leur donner des légumes, même s'ils chialent. Tu sais, là, ça a l'air condescendant puis traiter les gens comme des enfants, mais je suis sûre que tous les parents vont comprendre ça. C'est ça. Tu sais, réparons nos écoles, réparons nos hôpitaux. Je sais qu'il y a des projets qui ont l'air sexy, là, tu sais, puis que, oh mon Dieu, on veut donc bien. Mais non, il y a des priorités en ce moment, là. Tu sais, moi, je suis fière d'être québécoise, je suis fière d'être une fille de Québec, mais d'être québécoise, là. Puis j'aimerais ça qu'on se mette belle, que le Québec, c'est la belle province, là, qu'on la mette belle, que nos routes soient belles, que nos écoles... Soyons fiers. Moi, c'est vraiment ça. Puis c'est là-dedans c'est dans cette direction-là que la politique doit aller. Ben écoute, pas le choix de finir le podcast là-dessus. Ben oui. Ben non, c'est vrai. C'est des super belles paroles philosophiques. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi qu'il faut apprendre à manger nos légumes. Puis qu'à la place de viser sur des choses qui sont peut-être inatteignables, de commencer par gérer ce qui va répondre aux besoins de la population. Ouais. C'est ça le plus important. Les citoyens payent beaucoup là, en impôts pantaxes. Ben, on paye beaucoup d'impôts, fait qu'on en veut pour notre argent. Fait que moi, je veux pas juste des projets sexy qui paraissent bien. Je veux vraiment qu'on redresse le système, entre autres le système de santé. C'est super important. Joëlle Boutin, merci d'avoir participé à ce podcast de la série hors série sur les femmes en politique. On a dévié. Oui, beaucoup. Mais c'est parce que tu as une vision de la politique, je pense, qui rejoint énormément, là, justement, d'auditeurs de Boulevard 102. J'en suis convaincu. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais souhaiter te revoir en politique un jour. On verra. J'aime ta vision, fait que je vais nous souhaiter ça pour le Québec. Ben, merci, t'es super fin. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Prochaine. Salut. Le podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. 2 succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé!